Bonjour mes amis. Mon nom est Yves Tremblay, professeur à l'Université Laval et donc au nom du GRISOF et aussi en collaboration avec la FIFOG, je suis très heureux ce matin d'accueillir le président sortant de la FIFOG et aussi le professeur Cheikh Tidane Cissé qui est gynécologue obstétricien à Dakar. Vous le connaissez, mais je vais quand même prendre quelques instants pour vous le présenter. Il est professeur chef du service de gynéco-obstétrique à l'hôpital IHS de Dakar. Il est coordonnateur des enseignements de gynéco-obstétrique à l'UQAD, membre d'honneur du Collège des gynécologues obstétriciens français, membre d'honneur du Collège des gynécologues obstétriciens américains, ce n'est que peu dire. Pour faire un petit résumé de sa présentation aujourd'hui, le niveau de mortalité maternelle est considéré comme un indicateur de la performance du système de santé. En Afrique, il faut aller au-delà, car la mortalité maternelle est aussi et surtout un problème sociétal majeur. La mortalité maternelle pose toujours un problème de mesure. Plusieurs modalités ont été proposées au cours des 50 dernières années, mais cette mesure est toujours sujette à controverse. Le plus important réside dans l'analyse des déterminants de chaque décès, en mettant en miroir la riposte médicale et surtout non médicale. En 2023, la Commission Population et Développement de l'ONU estimait que 260 000 décès maternels ont été enregistrés dans le monde, soit 800 femmes par jour ou un décès maternel à toutes les 2 minutes. C'est effarant. Cependant, la mortalité maternelle a reculé globalement de 40% dans le monde entre 2000 pour 328 décès pour 100 000 et 2023 de 328 à 197 décès pour 100 000. Excusez-moi, même si cette dynamique de baisse semble marquer le pas depuis 2016. Dans les pays en développement, les progrès enregistrés ont été insuffisants par rapport aux objectifs initiaux et l'Afrique subsaharienne supporte à elle seule 70% de la charge maternelle mondiale en 2023, loin devant les 17% de l'Asie. Et donc aujourd'hui, le professeur Cheikh va nous parler, vous l'avez deviné, de la mortalité maternelle en Afrique. Il va aborder les méthodes de mesure, l'évolution des ratios et pourquoi un échec des stratégies mises en œuvre jusqu'ici. Mon cher ami, la parole est à toi. Merci Yves pour cette présentation. Je voulais me réjouir d'être parmi vous cet après-midi. Remercier le GRISOF pour m'avoir donné l'opportunité de présenter cette conférence sur la mortalité maternelle où j'aborderai successivement les problématiques, l'état des lieux et on énoncera quelques perspectives. Je voulais saluer tous les participants qui nous ont rejoints dans ce plateau. Alors, en guise d'introduction, je dirais que la mortalité maternelle est l'une des problématiques de santé les plus débattues dans le monde. La lutte contre ce fléau a mobilisé beaucoup de ressources au cours des 50 dernières années à travers la coopération multilatérale, mais surtout le système des Nations Unies. Mais force est de constater que le problème demeure, même s'il y a eu des progrès. Alors, que faire pour enfin le réduire si cela est possible? Je vais essayer d'atteindre cet objectif au cours de cette conférence, énoncer la problématique, expliciter la nosologie, décrire les outils de mesure, faire l'état des lieux, exposer les causes et facteurs favorisants de ces décès maternels, analyser les raisons de l'échec relatif des stratégies qui ont été menées jusqu'ici pour essayer de l'éradiquer, et enfin, énoncer comment on pourrait améliorer l'efficacité de la lutte, en particulier en milieu africain. Alors, on va commencer par la problématique. Comme le monde cette figure, il y a plusieurs faciès, plusieurs expressions. Donc, cela dépend des appréciations qu'on peut faire selon son contexte, sa situation géographique, le niveau de développement économique, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que le niveau de mortalité maternelle est considéré comme un indicateur de la performance du système de santé d'un pays donné. En effet, les interventions destinées à empêcher la survenue de ce décès sont majoritairement gérées par les services de santé. Alors, cette vision est opérante.
surtout dans les pays développés où théoriquement, les femmes ont accès à l'ensemble des soins qui sont offerts. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité des pays en développement, surtout africains, où on note souvent des problèmes d'accessibilité aux soins. Aussi, je pense qu'en Afrique, la mortalité maternelle doit être plutôt considérée comme un problème sociétal, au-delà du problème médical. Parce que ses conséquences sur le reste de la famille, de la communauté, du pays sont souvent désastreuses. On peut citer deux exemples pour appuyer cela. Les dépenses engagées pour les soins aggravent la pauvreté d'abord de la famille, ensuite de la communauté et du pays. Mais surtout, les enfants orphelins ont un risque de mourir multiplié par 10 et sont plus ou moins privés d'une éducation adaptée parce qu'on sait la place centrale de la mère, de la femme, surtout en milieu africain. Ce qui fait que ces enfants vont engager leur avenir avec un handicap qui est très lourd. Mais ce sont ces enfants qui sont l'espoir de demain. Ce qui fait que donc, ça constitue un frein pour un développement humain durable. Parce que les enfants issus de mères décédées n'auront pas tout le potentiel pour contribuer au développement de notre pays. Alors, deuxième objectif, la question de nosologie. Il y a beaucoup de controverses là-dessus, beaucoup de discussions. Alors, je me suis référé à la classification internationale des maladies qui dit que le décès maternel est celui d'une femme survenant au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours suivant sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation. Alors, qu'en est-il alors de la mort maternelle qui survient entre 42 jours et 1 an après la terminaison de la grossesse? Bon, de plus en plus, il y a un consensus pour dire que là, il s'agit d'une mortalité maternelle, mais on donne le qualificatif supplémentaire de tardive. Mais alors, si la femme meurt après plus d'1 an après l'accouchement, qu'est-ce qu'on doit considérer? Là, les discussions sont très variées. On n'a pas de consensus et peut-être qu'à l'occasion des débats qu'on va animer après cette présentation, peut-être que les amis participants pourront donner, disons, des pistes de réflexion. Alors, il faut distinguer le décès par cause obstétricale directe du décès par cause obstétricale indirecte. Il existe plusieurs indicateurs pour essayer de mesurer l'importance de cette mortalité. Parmi ces indicateurs, on peut citer le ratio de mortalité maternelle, le taux de mortalité maternelle. Souvent, il y a une confusion entre ces deux indicateurs. On verra tout à l'heure que c'est quand même fondamentalement différent. Il y a la proportion de décès liés à une cause maternelle, le risque de décès maternel sur la durée de la vie et ce qu'on appelle la létalité maternelle spécifique. Nous allons voir très rapidement qu'est-ce que ça englobe. Alors, le ratio de mortalité maternelle qu'on appelle en abrégé RMM, pour l'obtenir, on divise le nombre de décès maternels sur une période par le nombre de naissances vivantes pendant la même période et on multiplie par 100 000. Quant au taux de mortalité maternelle, et là on voit tout de suite la différence, certes le numérateur c'est le nombre de décès maternels pendant une période, mais on voit le dénominateur, ce n'est plus le nombre de naissances vivantes, mais c'est le nombre de femmes en âge de procréer durant la même période. On multiplie par 100 000 pour le ratio et on multiplie par 1000 pour le taux de mortalité. Donc, on voit clairement que ces deux indicateurs sont totalement différents. Troisième indicateur utilisé parfois, c'est la proportion de décès liés à une cause maternelle. C'est le rapport entre le nombre de décès maternels et le nombre de décès de femmes en général en âge de procréation. Le risque de décès maternel sur la durée de vie et constate qu'il y a un risque pour une femme de décéder de cause maternelle au cours de sa vie reproductive, c'est-à-dire en général entre 15 et 45 ans. Enfin, la létalité spécifique, c'est le rapport entre le nombre de décès dus à une pathologie obstétricale sur le nombre de cas de cette même pathologie dans la même unité de lieu et de temps. Donc voilà, les indicateurs sont différents. Maintenant, ce qu'on constate à travers la littérature, c'est que l'indicateur le plus utilisé, même si on l'appelle parfois taux de mortalité, c'est en réalité le ratio de mortalité et qui a été adopté par l'OMS et qui reprend un peu les termes de la définition énoncée par la classification internationale des maladies et qui est exprimé en décès pour 100 000 naissances vivantes. Et c'est ce ratio que nous allons utiliser dans l'état des lieux et les comparaisons que nous allons
faire au cours de cette conférence. Alors, troisième objectif, les outils de mesure. On est d'accord que c'est un problème, il faut essayer de le mesurer. Alors, la mortalité représente un indicateur qui est facilement plus mesurable que les événements qui ont été responsables, parce qu'il y a tout un ensemble d'événements qui peuvent concourir au décès et certains parmi ces événements ne sont pas facilement mesurables. Alors, le risque de mortalité maternelle donne des indications sur la qualité des soins, sur l'état de santé des femmes en âge de reproduction dans un bassin de population donné. Plusieurs méthodes de mesure se sont succédées dans le temps pour essayer de quantifier au plus près la réalité du phénomène. Et on peut considérer comme l'année 1989 comme étant une année charnière où après 89, les choses ont changé. Avant 89, c'était une autre lecture. Alors, avant 89, la mortalité maternelle repose essentiellement sur l'enregistrement des décès maternels à l'état civil. Mais on le sait, très peu de pays en développement, notamment africains, ont un état civil viable. Donc, la source va poser des problèmes de biais. Et même dans les pays développés qui disposent d'un état civil complet, où chaque décès est notifié par un médecin, beaucoup d'auteurs, dans leur évaluation, affirment que ce mode d'évaluation est toujours considéré comme relativement incomplet. Alors, en 1989, pour essayer de passer au-delà de ces difficultés liées à l'état civil, deux auteurs, Graham et Brass, ont proposé une méthode d'estimation basée sur une enquête en population. C'est la fameuse méthode des sœurs, qui va utiliser une série de questions simples adressées à un échantillon de femmes à propos du décès de leur sœur. Donc voilà quelques-unes parmi les questions qui sont posées aux sœurs. Là aussi, la suite des questions, notamment la sœur était-elle enceinte, est-ce que le décès est survenu en maternité ou à la maison, etc. Alors, ces renseignements vont être combinés à des informations collectées sur les naissances. Et cela va permettre de calculer directement le ratio de mortalité pour différentes périodes précédentes, l'enquête. Cette méthode a été surtout utilisée dans ce qu'on appelle les enquêtes démographiques et de santé, les fameux EDS, pour produire des estimations de mortalité maternelle. Mais il s'est avéré après que l'inconvénient, même avec des échantillons de plusieurs milliers de ménages, les intervalles de confiance sont très larges, souvent du simple au double, parfois au triple. La conséquence, c'est qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire des comparaisons des taux rapportés par les enquêtes EDS entre les comparaisons, de faire des comparaisons dans les temps successifs. Alors, les insuffisances notées dans la méthode des seuils ont conduit les épidémiologistes à développer des méthodes alternatives, en particulier d'abord par la modélisation mathématique à partir des sources de données. Alors, cette modélisation a été utilisée par une institution, en particulier l'OMS, l'UNFPA, qui ont publié en 2010 et 2015 leurs propres chiffres. Et on s'est rendu compte que les chiffres produits par la modélisation mathématique ont été différents des chiffres produits par les EDS qui se sont basés sur l'enquête des sœurs. En 2013, toujours dans le souci d'améliorer, disons, l'évaluation de cette mortalité, l'OMS et l'UNFPA se sont associés pour lancer une nouvelle initiative dans le but d'améliorer l'identification des décès maternels, mais cette fois aussi d'ajouter l'étude de leur cause à travers ce qu'on appelle le concept de SDMR. S comme surveillance, D comme décès, M comme maternel, R comme riposte. Alors, ce concept a évolué tout récemment en 2014-2024 et devient SDMPR. Le P correspond à l'ajout de la mortalité périnatale dans ce concept. Alors, ce concept de SDMPR permet notamment trois choses. De dénombrer chaque décès, donc ainsi on pourrait avoir une meilleure représentation des décès, fournir des informations pour guider les actions qui vont être menées pour lutter contre la mortalité, mais également à travers la portion riposte, donc avec l'élaboration de plans d'action,
donc favoriser le développement de solutions simples, adaptées surtout aux réalités locales. Alors voilà le processus: identification des cas, notification, collecte des données, audit, riposte et suivi, évaluation. En 2016, 3 ans après sa mise en œuvre, l'OMS et l'UNFPA ont fait une première évaluation. Et cette première évaluation a montré effectivement que ce concept de SMPR permettait d'avoir une meilleure identification que la méthode d'essai, que la méthode de modélisation mathématique. Et elle a objectivé aussi l'existence d'un gap, tenez-vous bien, de 50% entre le nombre de décès notifiés par le STMPR et celui estimé par modélisation mathématique. Donc, ça veut dire que c'est en plus, mais la question globale de la fiabilité des mesures reste entière parce que cela dépend de l'utilisation d'un modèle à un autre. Ainsi, à l'heure actuelle, ce que nous pouvons retenir, c'est que malgré les nombreuses améliorations apportées aux outils de mesure, le décompte véritable des décès maternels pose toujours problème, surtout dans les pays en développement, un peu moins dans les pays développés. En réalité, et ça, à travers la préparation de cette conférence, j'avais déjà une orientation, ça s'est renforcé. Les ratios que nous estimons, quel que soit le modèle utilisé, permettent uniquement d'apprécier approximativement les progrès enregistrés dans chaque pays. Parce que, premier problème, il s'agit d'une mesure qui est faite a posteriori. Par exemple, en 2025, on va évaluer la mortalité maternelle en 2023 ou 2024. Mais surtout, elle est imprécise et elle dépend surtout de facteurs qui sont externes. La mortalité dépend surtout de facteurs externes au système sanitaire qui ne sont pas bien visualisés à travers ces mesures. On peut se demander alors, et peut-être que, bon, j'ai dit aux étudiants que chacun peut changer d'avis. On peut se demander alors s'il existe une réelle utilité, et ça j'insiste, opérationnelle, de comparer les estimations entre pays riches et pays pauvres, entre pays voisins. Alors vous allez me dire à la fin, mais pourtant vous allez utiliser cette comparaison dans le reste de l'argumentaire. OK, pour l'instant c'est ce qu'on a. Mais je pense que l'utilité pratique des ratios que nous avons devrait être de suivre l'évolution dans un même pays, de définir les orientations stratégiques et enfin d'identifier les actions concrètes à mener en attendant d'avoir des méthodes de mesure beaucoup plus élaborées et beaucoup plus fiables. Quatrième objectif, nous allons essayer de faire un peu l'état des lieux actuel en remontant, disons, une trentaine d'années avant pour voir ce qui s'est passé. Incontestablement, il y a eu des progrès très importants. Mais la grossesse et l'accouchement restent encore dangereuses dans une grande partie du monde. Malgré l'existence de solutions efficaces aujourd'hui pour prévenir et traiter la presque totalité des complications responsables de ces décès maternels. Alors, ce risque de mourir à cause de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches est encore très élevé en Afrique. Une femme sur 55. Si on compare ce ratio à 1,272 dans le monde, donc probablement les femmes africaines ont 4 fois plus, ou presque 5-6 fois plus de risque de mourir de la grossesse que les femmes des autres continents. Alors, on voit ici à travers ce tableau l'estimation par région. On voit que les taux sont relativement faibles pour l'Europe de l'Ouest, qui est champion à la matière, une femme pour 14 000, plus de 14 000. Ensuite vient l'Amérique du Nord, une femme pour 4 000. Et regardez l'Afrique subsaharienne, une femme sur 55. C'est astronomique. Et quand vous décomposez l'Afrique subsaharienne, vous vous rendez compte qu'on est encore plus affecté en Afrique de l'Ouest et du Centre, 1 sur 36. Alors, je n'ai pas fait le calcul, 1 sur 36 comparé à 1 sur 14 000. Donc, c'est des milliers de fois que les femmes africaines, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc, risquent de mourir au cours de la grossesse et de l'accouchement. Pourtant, c'est un phénomène naturel. Donc, il y a certainement plusieurs déterminants qui existent, qui expliquent cette majoration des risques. Alors, donc, même en Afrique de l'Ouest, quand on décompose,
on voit qu'il y a des pays à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest qui a 1 sur 36. Vous voyez, le Tchad, c'est 1 sur 24. C'est encore plus astronomique. La République centrafricaine, même chose. Mais étonnamment, on trouve le Nigeria, 1 sur 25. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure dans le développement, succinctement, mais ça montre, le Nigeria, c'est la première économie africaine. Et ça montre que c'est vrai, la pauvreté joue un rôle, mais l'économie des pays n'explique pas tout. Et d'ailleurs, quand on va au-delà, les États-Unis ont des taux de mortalité beaucoup plus importants que ce qu'on retrouve en Europe. Pourtant, c'est la première économie mondiale. Donc, ça veut dire que aussi, ça, c'est une fenêtre. Donc, il faudrait peut-être repenser à ça et ne pas tout miser sur la pauvreté. Alors, pour faire l'état des lieux, je me suis beaucoup appuyé sur un document qui a été publié le mois passé par le comité population de l'Organisation des Nations Unies et qui a montré qu'entre 2000 et 2023, donc en l'espace d'un quart de siècle, 25 ans, 40% de la mortalité a baissé, ce qui fait presque 50%. C'est un challenge. C'est très important. Pourquoi? Parce que partout ailleurs dans le monde, même en Afrique, il y a eu un meilleur accès aux services de santé. Mais malheureusement, l'Afrique reste en marge. Parce que ce rapport estime que 87% de cette mortalité est toujours supportée par l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et à l'heure actuelle, on déplore un décès maternel toutes les 2 minutes, 800 décès par jour, ce qui est un chiffre très, très, très important, trop important. Alors, j'ai sélectionné quelques plages. Par exemple, on voit ici l'évaluation de 2015. Alors, les pays où les taux de mortalité sont les plus élevés sont représentés en foncé. Mais pour l'essentiel, c'est l'Afrique. Ensuite, on voit quelques pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, quelques pays d'Asie du Sud-Est, d'Inde, etc. Mais à l'intérieur de ces pays, on voit que les colorations les plus élevées, avec des taux qui sont supérieurs à 500, pour l'essentiel, on ne les voit qu'en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, si on éclate cette évaluation de 2015, à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, on a 5 pays qui ont les taux de mortalité les plus élevés, c'est-à-dire à l'époque, en 2015, c'était les pays où il y avait le taux de mortalité le plus élevé au monde. La Sierra Leone, la République centrafricaine, le Tchad, et encore étonnamment le Nigeria, pourquoi je l'ai mis comme ça en rouge, et le Soudan du Sud. En 2015, c'était la fin des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, tous les pays ont fait leur bilan. Et en Afrique, on s'est rendu compte que seuls 2 pays sur les 54 ont atteint les objectifs de 2015. C'était le Cap-Vert, qui avait réussi à baisser de 84% à peu près sa mortalité maternelle, et le Rwanda. Or, ce ne sont pas les 2 premières économies africaines. Les 2 premières économies africaines sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. On ne les voit pas dans ce tableau. Et bien d'autres pays encore, y compris des pays africains qui sont pétroliers. Donc, ça veut dire que ça renforce encore l'idée que ce n'est pas seulement un problème de développement économique, de disponibilité de ressources financières. L'évolution a eu lieu comme ça. J'ai sélectionné cette plage de 2023 pour montrer un peu, ici ça fait 8 ans, 10 ans après l'évaluation de 2015. On se rend compte aussi qu'à peu près c'est la même cartographie. On a l'impression qu'on a fait que changer les couleurs. Et on voit ici que donc ce sont les mêmes pays qui restent les plus concernés par la mortalité maternelle. Et aussi, c'est en Afrique subsaharienne qu'on a les pays les plus colorés, même si, en comparant avec l'évaluation de 2015, on voit que certains pays sont passés d'une coloration foncée à une coloration un peu plus claire, donc manifestant ainsi les évolutions favorables qui ont été observées. Alors, cette évaluation 2023 aussi montre ici que, par exemple, la région qui a fait le plus de progrès, c'est la région européenne, qui est passée de 25 en 2000 à 11. Donc, cette région européenne a presque réduit de 60%. Là où, par exemple, en région africaine, en rouge, là, on est passé de 727 à 442, donc une réduction moins importante. Et au niveau mondial aussi, la réduction globale est moins importante que celle qui a été observée en Europe, parce que la plupart des pays figurent dans
les zones où les progrès n'ont pas été importants, le monde est passé de 328 à 197. Alors voilà la même évolution. Et on constate ici que pour la courbe la plus descendante, c'est celle ici de l'Océanie, avec notamment la baisse de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En Afrique, entre 2000 et 2015, il y a eu une baisse, mais on voit qu'à partir de 2015, la pente devient un peu plus douce. Alors, je me suis posé la question, maintenant, si on décidait de faire le top 15, mais c'est dans le mauvais sens, parce que top, souvent, c'est là où il y a des progrès, des bonnes choses. Mais si on prend le top 15 de la mortalité maternelle, malheureusement, et ça peut se comprendre, 13 pays sur ces 15 sont des pays africains. Donc, dans les pays africains, on a les 13 pays qui ont les taux de mortalité les plus élevés au monde. Alors, on va s'arrêter un moment, très brièvement, sur le cas particulier du Sénégal, bon, que je connais, que je vis, où je suis un acteur dans cette problématique. Alors, au Sénégal, le ratio de mortalité maternelle a été chiffré à 153 pour 100 000 naissances vivantes. On a fait beaucoup de progrès, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est frappant, pourtant, je ne sais pas, pourtant je suis l'actualité, les chiffres, etc., mais on devrait s'attendre à avoir un taux de mortalité le plus faible dans la capitale. Parce que c'est dans la capitale où il y a, au Sénégal, 75% des agents de santé qui s'occupent de mortalité, enfin de santé maternelle et infantile sont à Dakar. C'est là où on a la concentration la plus élevée d'hôpitaux. Il n'y a pas de problème de route, d'accessibilité. Dakar est une petite ville, hein, 500 km², même si c'est assez peuplé. Mais on se rend compte que Dakar n'est pas le pays, enfin, n'est pas la région qui a le plus faible taux de mortalité. Loin de là, c'est à l'intérieur du pays, notamment les régions qui concernent l'ancien bassin arachidier, la région de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Diourbel. Donc ça aussi, bon, on peut comprendre parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux, etc., qui peuvent expliquer une relative difficulté à l'accès aux soins aussi, même si on est à Dakar. Alors, les régions septentrionales aussi restent frappées par le problème de la mortalité. Ziguinchor 309, Kolda 317, Kédougou, parce que bon, ce sont des régions très éloignées du Sénégal. Là aussi, pendant longtemps, il y a eu un conflit qui n'est pas toujours complètement réglé. Et bref, ça pourrait expliquer quelques difficultés d'accès. Mais ce qui est étonnant, c'est la région de Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal. Bon, donc, on a des taux très élevés, 312. Bon, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Ça aussi, ça mériterait peut-être au niveau national de creuser les méninges pour essayer d'y apporter une réponse la plus adaptée et précoce possible. Donc voilà un peu, en vert, vous avez le top 4, Fatick, Kaffrine, et en dessous, vous avez les régions qui ont les taux de mortalité, et Dakar est peut-être à la 8e place à peu près. Alors, enfin, pour le Sénégal, on voit ici, si on compare sur une période de 30 ans ou un peu plus, on est parti de 850 décès pour 100 000 naissances en 1992. En 2024, on est à 136. Ce qui permet de dire qu'en l'espace de 32 ans, le Sénégal a réduit de 84% son ratio de mortalité maternelle. Et si on rapporte ça aux 32 ans, ça fait à peu près une moyenne de 2,6% de réduction par an. C'est très bien, c'est mieux que rien. Mais le Sénégal, comme les autres pays, s'est engagé à réduire, c'est dans le cadre des ODD, sa mortalité et être en dessous de 70 décès pour cent. On est 2030, c'est demain. C'est après-demain, pour ne pas dire demain. Donc, on est à 5 ans. Donc, ça veut dire que si le Sénégal veut atteindre cet ODD, ils sont obligés d'accélérer. À la place des 2,5, on devrait avoir 7,5% de réduction par an. Et ça, c'est un challenge. On ne peut pas dire d'emblée que c'est inaccessible, mais ça demandera beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de mesures à mettre en place. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Alors, le cinquième objectif, c'est d'analyser les causes des décès. Alors, il y a des facteurs favorisants. Comme j'avais dit au départ, il y a des causes directes, causes indirectes, mais il y a surtout des facteurs favorisants. Ce sont les 4 trop. Ce sont des mères qui sont trop jeunes ou trop âgées. Ce sont des grossesses qui sont trop rapprochées ou trop nombreuses. On comprend évidemment, sur le plan physiologique, l'impact négatif
de ces 4 O sur la santé de la femme. La femme africaine a un faible pouvoir économique de décision. Il y a le faible taux de scolarité des jeunes filles, même s'il y a eu des progrès importants, parce que de plus en plus, même dans les professions médicales, les femmes, les jeunes filles sont en train d'être majoritaires, y compris dans le DS de gynécologie obstétrique. Alors, il y a une persistance de pratiques traditionnelles qui sont néfastes pour la santé. L'exemple qui le montre, ce sont les excisions, mutilations génitales féminines. Mais surtout, je l'ai mis en rouge, il y a une faible prévalence de la contraception. Partout où la contraception est élevée, on a des taux de mortalité maternelle. Ce n'est pas le seul élément déterminant, mais c'est associé. Vous avez le modèle des 3 retards, les facteurs économiques et socioculturels qui font le retard à la sollicitation des soins, les problèmes d'accessibilité, parfois les routes ne sont pas bonnes, les structures sont situées à des distances importantes. Parfois, les femmes viennent à l'hôpital, mais il y a des difficultés pour donner les prestations. Ça, c'est le retard à la prestation, avec notamment la qualité des soins. Alors, si on évalue en termes de causes obstétricales, 82% des causes de décès maternels en Afrique sont dues à des causes obstétricales directes. Notamment, ce sont les hémorragies, que ce soit des hémorragies en antépartum, dont l'hématome rétroplacentaire, ou des hémorragies en postpartum. Et ce qu'on remarque, c'est que l'hypertension artérielle et grossesse est en train de grignoter et de prendre une place de plus en plus importante. On estime maintenant en 2024-25, en tout cas pour les premières estimations, on n'est pas loin de 20%. Donc, c'est une pathologie qu'il faudra prendre à l'esprit et essayer de mettre en place des mesures, surtout de prévention, pour réduire cette létalité. Alors, 18% des causes de décès maternels sont dues à des causes indirectes. Et là, on remarque la part très importante de l'anémie. Malheureusement, on estime que 60-65% des femmes enceintes africaines sont anémiées. Et on voit ici les dégâts qui sont causés par l'anémie. Malgré le fait que dans la plupart des pays africains, donc la législation oblige les soignants à dépister l'anémie et à mettre les femmes sous prophylaxie systématiquement. Mais probablement qu'il faut réévaluer parce que peut-être que soit la prophylaxie n'est pas observée correctement ou les prescriptions, etc. En tout cas, il y a quelque chose à revisiter pour réduire la part de l'anémie dans les décès maternels. On a beaucoup parlé de chiffres. Bon, mais comme on dit en économie, les chiffres, ça se mange pas. On ne les voit pas dans le panier de la ménagère. Je pense qu'il faut aller au-delà des chiffres et essayer de comprendre, mieux comprendre pour agir plus efficacement. Maintenant, comment essayer d'aller au-delà des chiffres, au-delà des décomptes? Il y a 4 approches. Il faut faire des autopsies verbales qui permettent d'élucider les causes médicales du décès, de rechercher les facteurs favorisants qui peuvent être liés à la femme, au système de santé, à la communauté. Il faut également, à travers l'audit des décès, analyser les décès qui sont survenus hors établissement, parce que certainement, il y en a beaucoup qui ne sont pas comptabilisés, mais il faut les analyser également pour avoir une idée exhaustive de la problématique. Deuxième moyen d'aller au-delà des nombres, c'est l'audit des décès dans la structure, en faisant une étude qualitative et approfondie des causes, des circonstances. À ce moment-là, on met en place un comité et on essaie d'identifier surtout les causes évitables. À ce moment-là, en mettant en place des mesures, on pourrait éviter ces décès pour des accouchés ou des gestantes à venir. Donc voilà un peu le processus de l'audit avec l'appréciation de la situation. On va se référer aux standards et on verra si dans la prise en charge de cette patiente, est-ce que les standards ont été respectés et on verra s'il faut mettre en place des modifications, soit dans le standard ou dans le processus même de prise en charge pour essayer d'améliorer le résultat. Il y a les enquêtes confidentielles qui consistent à rechercher systématiquement, et cette fois-ci de façon plus disciplinaire, anonyme, donc les causes de décès. Alors, on peut mettre en place des comités au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et ça permet d'identifier aussi les causes et les facteurs évitables et de formuler des recommandations. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'enquête morbidité maternelle. Ce sont les échappées belles, les NIEMIS. C'est-à-dire ce sont des femmes qui, en période anténatale,
père ou postpartum, ont été victimes d'une complication obstétricale et dont le pronostic immédiat était menacé. Ce sont des femmes qui ont échappé de peu à la mort, si on peut les caricaturer, et qui ont survécu, parfois du simple fait du hasard, ou parfois du fait de soins hospitaliers appropriés. Alors, ces femmes sont un traceur, parce qu'on dit en Afrique qu'à côté d'une mort maternelle, vous avez 30 à 50 cas de femmes qui ont échappé. On sait que même si la femme ne meurt pas, ces complications peuvent hypothéquer gravement, disons, la qualité de vie de la femme, et c'est important également qu'on s'y intéresse. Donc voilà, avant-dernier objectif, maintenant, ça a baissé, mais c'est en deçà des efforts et des attentes. Et pourquoi ça n'a pas marché? C'est important de se poser la question pour voir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour enfin voir une lueur d'espoir où la mortalité en Afrique serait à hauteur de ce qu'on observe dans les pays développés. Il y a plusieurs points. Alors, premier élément qui me semble important, c'est qu'on s'y est pris tardivement. En Europe, c'est après la guerre que les gens ont commencé à poser la problématique de la mortalité maternelle. En Afrique, c'est peut-être 40 ans après. Après la conférence de Nairobi en 87, les pays africains se sont dit, mais c'est vrai, c'est un problème. Et avec l'OMS, ils ont mis en place le concept à l'époque de maternité sans risque. Après, ils ont dit maternité à moins de risque. Donc, ça fait que 40 ans, c'est pas beaucoup. Bon, ça peut expliquer. Alors, au départ, tout était basé sur l'intervention des partenaires au développement. Mais je peux peut-être être très subjectif, mais généralement, les partenaires au développement, en tout cas dans les temps passés, ils dictaient leurs lois. Ils ne demandaient pas au pays ou aux soignants qui sont comment vous voyez le problème. C'est déjà des gadgets, tout prêts à l'emploi. Et ils dictaient aux populations, au ministère de la Santé, bon, disons leur loi au gré de leurs convictions, parce qu'ils avaient des convictions. Et l'élément, un exemple qui le montre clairement, à un certain moment, avec l'OMS, on a imposé, entre guillemets, à tout le monde la formation d'accoucheuse traditionnelle. Mais aujourd'hui, des études, l'évidence médicale a montré que ça n'a pas été de grand apport. Et pourtant, ça a mobilisé des moyens, ça a mobilisé des énergies. Troisième raison de l'échec, c'est qu'au départ, on a cru que, comme la mortalité maternelle, on a dit, bon, il faut tout centrer sur le médical. On va ouvrir des blocs opératoires, on va former des médecins sous, etc. On va renforcer l'accouchement assisté, on va renforcer la qualité des CPN. Bon, mais moralité aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des progrès là-dessus, mais ça n'a pas baissé la mortalité maternelle parce qu'il y a d'autres déterminants qu'on n'a pas pris en compte dans la lutte. Autre raison de cette mortalité, du fait de la faible prévalence contraceptive, il y a beaucoup de femmes à haut risque qui continuent à avoir des grossesses. Même des grossesses nombreuses et rapprochées. C'est le cas des femmes diabétiques, où la grossesse devrait être programmée. C'est le cas des femmes anémiées. C'est le cas des femmes hypertendues chroniques, des femmes qui ont une maladie hépatique, etc. Alors, si ces femmes avaient eu la chance d'être sous contraception, la grossesse aurait été programmée et peut-être qu'on serait en mesure de gérer plus facilement, disons, les complications. Autre élément, c'est peut-être dans les pratiques. Il y a une faible utilisation des référentiels nationaux. D'ailleurs, l'OMS avait émis il y a peut-être 4 ans, 5 ans, un document pour montrer, preuve à l'appui, qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont faites dans nos maternités, qui ne reposent sur aucune évidence, qui ne sont pas utiles et qui sont parfois dangereuses. C'est un document intéressant qui permet de rectifier. Mais parce que dans nos pays, il y a un problème de dissémination, de méconnaissance des normes et protocoles. Dernier, on peut citer beaucoup d'exemples, mais j'ai tenu à citer deux exemples en plus. La persistance des tabous, on en a déjà parlé, mais surtout l'inefficience du système de référence recours dans nos pays. Ce système n'est pas très bien organisé. Il n'est pas efficace. Il n'est pas opérant. Alors, je disais dans une communication, qu'on soit à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, etc., même si on est dans les capitales, le tourisme hospitalier, c'est une réalité. Vous avez beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles doivent accoucher, surtout s'il y a des complications, elles vont faire le tour de 3, 4, 5, 6 structures sanitaires pour avoir de la place. Parce que l'offre de soins en soins obstétricaux est insuffisante par rapport aux besoins. Et c'est ce qu'on appelle le tourisme hospitalier. Et c'est d'autant plus important que personne ne peut prédire
à l'avance qu'un accouchement ou une grossesse ne va pas se donner, ne va pas donner des complications inopinées, même si tout semble être normal. Donc, en définitive, on considère que l'augmentation du taux de CPN, c'est bien, l'augmentation du taux d'accouchement assisté, c'est bien, mais ces deux paramètres à eux seuls ne sont pas suffisants, n'ont pas été suffisants pour améliorer la ratio de mortalité. Donc, il faut chercher à agir sur d'autres règles. Alors, c'est le dernier point de ma conférence. Alors, comme il y a plusieurs leviers, il faut jouer sur chaque levier, mais pas de façon désordonnée, pas de façon déséquilibrée. Sinon, à l'instar de la musique, vous avez plusieurs instruments. Donc, il faut que le dosage soit équilibré pour que le son qui est sorti soit un son audible et agréable à écouter. Alors, il faut changer de paradigme. Actuellement, on constate qu'on a tendance à dire, à véhiculer que bon, c'est pas très rentable d'investir dans la santé maternelle. C'est une erreur. Il faut changer de paradigme. Premièrement, il faut impliquer davantage les communautés parce que aussi beaucoup de projets ont eu lieu, mais ça a été décidé au niveau central ou au niveau du bailleur. On est venu imposer un package qui ne correspond pas disons, aux desiderata des populations. Alors, il faut rapprocher les soignants des utilisatrices, il faut améliorer la communication. J'ai mis à dessin cette image qui rappelle une consultation foraine qu'on avait faite dans une localité à 200 km de Dakar. Alors, l'exemple que ça montre, c'est que des enseignants ont pris des étudiants pour leur montrer l'importance du modèle. Et dès la formation, qu'on leur inculque, disons, l'idée d'aller rendre service, d'être proche des populations. Alors, on voit ici les femmes en wax là, ce sont les bénéficiaires de nos soins, donc qui sont associés aux décisions, à l'organisation. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'est le maire qui est là au milieu, qui nous a accompagnés, qui est venu me voir dans mon bureau, dans les préparatifs, etc. Ce n'est pas tous les maires, hein, y compris dans la capitale. Si tous les maires avaient eu cette attitude, je vous assure, sans mobilisation de moyens supplémentaires, on aurait pu faire beaucoup mieux en direction des communes. Donc, ça me semble être une stratégie très importante. Il faut que nous continuions à sensibiliser les soignants et surtout les décideurs. Bon, la dernière fois, lors de la conférence sur le problème des savoirs, j'étais intervenu en disant aux conférenciers, je pense que votre sujet est important parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ignorance. Il a un peu rectifié et il a en partie raison. Il a dit non, actuellement, le plus grand problème rencontré par les hommes, c'est que tout ce qui est fait au nom du profit. Voilà une opportunité. Parce qu'investir dans la santé des mères et des nouveau-nés, ça donne du profit. Parce qu'on estime qu'on peut gagner jusqu'à 16 fois plus de bénéfices économiques et sociaux. Donc, c'est un argumentaire qu'on peut utiliser dans le plaidoyer pour sensibiliser les décideurs sur la nécessité de continuer à investir dans ce secteur. Alors, ça, c'est la prévalence contraceptive. Et vous voyez que cette carte recoupe presque textuellement la carte de la mortalité. C'est dans les pays où il y a les taux de mortalité les plus élevés qu'on retrouve les taux de contraception les plus faibles. Donc, il y a de gros efforts à faire également pour améliorer la prévalence contraceptive en Afrique. Alors, il faut améliorer la disponibilité et l'accessibilité des soins. Je parlais du tourisme hospitalier. Il arrive fréquemment que nous recevions des femmes, même dans la capitale. Il faut faire une intervention d'urgence. Malheureusement, le système est bloqué parce que tous les lits sont occupés, le bloc opératoire est occupé. Il faut chercher à les ventiler. Donc, il y a un effort à faire pour augmenter la disponibilité des soins, surtout en urgence. Là, c'est la photo de l'hôpital où j'exerce actuellement. Le personnel a un rôle à jouer parce qu'on a décrié des mauvaises pratiques, des mauvaises attitudes d'accueil, etc. Et l'OMS, je pense, depuis 5 ans, a initié ce projet qui concerne le développement des compétences et des attitudes positives. Parce que derrière, on souhaiterait que la femme enceinte et accouchée puisse garder, disons, une idée favorable de son expérience et que ça a été une expérience positive. Or, si on interroge les femmes, parfois il y a beaucoup de récriminations concernant la prise en charge qui leur a été offerte. Il faut institutionnaliser la SDMPR,
mettre en place des comités. Le Sénégal est en pleine activité là-dessus. Je pense que même la semaine dernière, mon service a participé à une évaluation au niveau régional. Donc, il faut mettre en place des comités, les rendre fonctionnels et organiser périodiquement au niveau de chaque structure du district de la région et proposer des plans. Et là où le bas blesse, c'est ce que j'ai dit aux autorités, c'est que bon, c'est bien beau d'avoir des plans, mais dans les plans, il y a des actions à mener au niveau local, au niveau du service, au niveau de l'hôpital, c'est peut-être possible. Mais il y a d'autres actions qui nécessitent des moyens importants qui doivent être mises en œuvre par les autorités, mais souvent, ce n'est pas le cas, parce que bon, c'est dans l'ère de la difficulté. Lorsqu'il faut renforcer du personnel, les budgets ne permettent pas de recruter. Lorsqu'il faut acheter du matériel, donc ça limite un peu la portée pratique de ce concept qui est quand même très intéressant. Alors, il faut promouvoir la scolarisation des filles, il y a des efforts qui sont faits un peu partout en Afrique. Lutter contre les violences et les discriminations, c'est un fléau. Favoriser l'équité, mais aussi, on l'oublie souvent, et c'est un pendant de la pauvreté, améliorer les conditions de vie. Alors, il arrive parfois que des bailleurs viennent investir beaucoup d'argent dans une localité pour dire on va mettre un bloc, on va faire ceci, mais les autres problèmes de la communauté, on ne demande pas quel est leur avis, mais on ne s'en occupe pas. L'accès à l'eau, l'hygiène, l'alimentation saine et équilibrée, on a vu le poids de l'anémie, l'habitat décent. Je me rappelle en 92, j'avais été coopté comme expert dans une enquête de la Banque mondiale qui concernait la mortalité. Mais quand on est allé dans certaines localités, quand on a recensé les problèmes prioritaires, c'était des problèmes d'eau, des problèmes d'accès des routes, etc. Ce n'était pas la mortalité. Bon, vous venez vous dépenser, je donne un exemple, 1 milliard pour améliorer l'accès aux soins, mais sans prendre en compte ces déterminants, bon, ça peut biaiser un peu les résultats. Alors, il faut mettre à profit les ODD, parce que les ODD, parfois, on est plus efficace lorsqu'on travaille sous la pression. Vous avez vu l'objectif 3, qui dit qu'il faut que nos pays se donnent les moyens de permettre aux populations de vivre une vie saine et de promouvoir le bien-être, en particulier les femmes enceintes. Et on voit ici la cible 3.1 de l'ODD 3, c'est 70, au maximum 70 pour 100 000. Donc là, on est à moins de 5 ans. Bon, c'est une pression. Ça peut pousser nos pays, donc disons, à mettre le paquet. C'est une opportunité. Autre défi, c'est le financement. On a vu que, en tout cas pour le pays, depuis la prise de fonction des nouvelles autorités américaines, avec les coupes drastiques qui ont eu sur les budgets de plusieurs organisations qui aidaient nos pays, c'est une vraie catastrophe. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus, mais on voit à travers les papiers que c'est vraiment une catastrophe. Alors, si vous ajoutez à ça la réduction, si vous ajoutez à la réduction des financements, on a l'impression que de plus en plus, le monde est conflictuel. Et on sait que les conflits, il y a des problèmes humanitaires qui y sont rattachés. Alors, je dis, il faut que nous fassions attention. En 30 ans, 40 ans, il y a eu beaucoup de progrès, mais rien n'est acquis. Le risque est grand de voir le monde perdre les progrès durement acquis au cours des 3 dernières années. J'ai visité un bulletin de l'American College, s'inquiète déjà de la remontée des taux de mortalité maternelle dans certaines localités aux États-Unis, parce que bon, il y a un problème d'accessibilité par rapport à certaines structures. Alors, que retenir en conclusion? La mortalité maternelle a globalement reculé dans le monde. C'est bien. Mais en Afrique, les progrès sont encore insuffisants. Nous avons encore des taux très élevés qu'on ne doit pas accepter. Et comme le dit le professeur, comme le disait feu le professeur Mahmoud Fatala, qui était un ancien président de la FIGO, il était égyptien, et il disait à propos de ce problème que c'est le reflet de l'injustice faite par nos sociétés aux femmes et le manque de prise en compte de ce problème dans l'agenda politique et social de nos pays. Le jour où nos pays décideront que la mortalité maternelle, c'est fini, ils trouveront les moyens et mettront en place les mécanismes pour réduire cette mortalité maternelle. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, et c'est une assertion qui est encore valable aujourd'hui. Et d'autant plus que le fait que certains pays à revenus très modestes ont réussi à atteindre les OMD en 2015 montre clairement, même si la pauvreté a une influence très négative, le niveau économique des pays n'est pas le facteur déterminant. Ce qui est important,
c'est l'engagement effectif de tous les segments de la société, les autorités, les communautés, les soignants, etc. Et je pense qu'au prix de cet engagement effectif, nous réussirons peut-être à l'horizon 2030. À défaut, lorsqu'il y aura d'autres objectifs, nous finirons un jour par réduire le taux de mortalité. Alors, je termine enfin par cette citation. Je ne suis pas essayiste, hein. Je suis pas un bon écrivain, mais j'avais pris le risque de faire cette citation lors d'une conférence sur le même sujet en 2018 à Tunis. Je disais ceci: contrairement aux idées préconçues, je considère la lutte contre la mortalité maternelle comme étant plus ou moins budgétivore. Sauver des vies de mères et de nouveau-nés permet très certainement de gagner de l'argent et de s'engager véritablement sur la voie du développement durable. Souvent, vous avez les politiques qui font des slogans: développement durable, développement durable. Mais ce sont les enfants de demain qu'il faut protéger. On connaît le poids économique de la femme en Afrique. Mais investir donc dans la lutte contre la mortalité maternelle, c'est le premier maillon pour développer durablement nos pays. Alors, j'ai utilisé à peu près 80 références bibliographiques pour la préparation. Je vous ai mis ça là en annexe sur le document pour que si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pourrez peut-être les parcourir. Voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, merci beaucoup, Cheikh, pour cette très belle conférence et très instructive. Je peux peut-être ouvrir les discussions. En fait, j'aurais deux commentaires. Le premier, c'est sur ta dernière image. Et c'est drôle parce que dans un autre contexte, j'ai eu à réviser les ODD. Et je dirais qu'en plus de celui auquel tu as fait allusion, santé et qualité de vie, équité et solidarité sociale, ça devrait aussi faire partie de ce débat-là. Et entre autres, au niveau des fiches plus libellées, tu l'as dit, bonne santé et bien-être, mais aussi éducation de qualité et égalité entre les sexes. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, ça concerne mortalité versus contraception. Est-ce que lorsqu'on regarde les mortalités en fonction des âges, est-ce que, par exemple, chez les très jeunes, où il n'y a pas de contraception, il y a plus de mortalité, ou est-ce que chez les personnes plus âgées, où il n'y a pas de contraception, il y a aussi plus de mortalité, alors que dans la braquette, si tu veux, de fertilité plus classique de la femme, c'est relativement, en fait, c'est plus faible que dans les écarts en moins ou en plus. Je peux répondre? Oui, vas-y, cher ami. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton premier commentaire. Santé, qualité de vie, santé, équité sociale. Donc, l'aspect médical ne doit pas être mis en avant. Et je pense que l'aspect qualité de vie sociétale, c'est pas pour rien qu'on dit que la santé, c'est un droit. Et en réalité, on lui accorde pas toute l'importance qu'on devrait lui accorder dans les politiques publiques, malheureusement. Maintenant, en ce qui concerne la mortalité, là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les grossesses sont plus risquées chez les adolescents, parce qu'il y a l'immaturité physiologique, les problèmes de bassin. C'est plus risqué chez les personnes âgées au-delà de 40 ans. Et effectivement, dans ces tranches d'âge-là, donc, on a des taux de mortalité qui sont importants. Maintenant, la contraception, il y a eu plusieurs études qui ont montré que, bon, le fait que les femmes soient sous contraception, l'espace, rien que l'espacement des naissances, améliore non seulement la, 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 la survie des mères, mais améliore aussi la survie des enfants. Donc, les bénéfices sanitaires, comme on les appelle, les bénéfices sanitaires de la contraception sont largement documentés et ça a fait l'objet de plusieurs études. Et donc, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus de voir quelle est l'utilité, mais surtout de voir comment mettre en œuvre. Et en Afrique en particulier, on estime qu'il y a entre 25 et 40% de besoins non couverts. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui ont accouché, qu'on a interrogées, qui n'avaient pas même prévu d'avoir cette grossesse, qui avaient sollicité un service de santé pour une contraception, mais pour diverses raisons, elles n'ont pas pu avoir accès à la contraception. Donc, il y a un gap entre les besoins et l'offre de contraception.
Mhm. Merci. Merci. Je vais aller sur le chat. J'imagine que c'est un homme, là, Ba Keita, qui fait ce commentaire-là. En fait, il y a trois questions. La première, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de l'expérience du Cap-Vert et du Rwanda? Ça, c'est la première question. La deuxième Mais c'est. question. Oui, j'attends. Tu peux terminer les questions. OK, donc la deuxième question de ce monsieur. Quelles interactions entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et celui des infrastructures pour permettre la santé dans toutes les politiques? Ça, c'est une bonne question aussi. Et finalement, quelle est la place de la promotion de la santé dans l'éducation des jeunes filles? Voilà, mon ami. Voilà pour l'exemple du Cap-Vert. Mais disons que le succès ne se limite pas à la réduction de la mortalité maternelle. C'est des pays qui donnent l'exemple à beaucoup d'autres, hein. Si vous prenez le cas du Rwanda, c'est un pays qui est sorti d'une guerre atroce, avec tout ce qu'on connaît, mais sur le plan même macroéconomique, etc. Mais c'est le fruit d'une bonne gouvernance où on a mobilisé les segments de la société. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme exemple dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la santé. Si vous prenez un pays comme le Cap-Vert, c'est un pays qui est presque volcanique, hein. Ils n'ont pas de pétrole. Ils ont beaucoup de problèmes de sécheresse. Mais quand vous regardez leur mode d'organisation et ce qu'on appelle l'indice de développement humain, le classement fait par l'UNFPA, ils sont en avance sur beaucoup de pays, notamment sur le Nigeria. Moi, je crois qu'il y a déjà le leadership des autorités. Ça intervient, le leadership des autorités, leur engagement, et qui montre la voie pour amener les communautés à s'intéresser à ça. Et ça marche. Alors, pour les collaborations entre les ministères, en réalité, le problème de la mortalité maternelle, c'est un problème transversal. L'erreur qu'on a fait au départ, on a pensé que bon, en construisant des hôpitaux, en formant des médecins, mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de génération spontanée. Si les femmes n'ont pas été bien éduquées, bien informées, il ne faut pas leur reprocher le fait d'avoir une pathologie et de rester à la maison parce qu'elles ne savent pas. Donc, je pense que c'est trois, plus que même le ministère des Finances. Donc, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Infrastructures, ce sont des ministères clés. Parce que s'il n'y a pas de route, l'accès est difficile. Dans nos pays, on le vit, surtout en période d'hivernage, de saison des pluies. Là où vous devez faire 1 heure de temps, les routes sont chaotiques pour mettre 5 heures. Lorsqu'il n'y a pas d'ambulance, vous allez utiliser des charrettes qui sont tirées par des chevaux, etc. Parfois, vous pouvez traverser un bras de fleuve à pirogue, etc. Et ça, c'est une réalité. Alors, l'éducation, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a ce qu'on appelle les SVT, éducation à la vie familiale, etc. Et je pense que le plus tôt possible, on devrait inculquer, notamment à la jeune fille, beaucoup d'informations. Et un de nos maîtres disait que si vous interrogez un cadre supérieur, et quand vous lui demandez où est votre foi, il disait qu'il va vous indiquer le côté gauche, là où il y a la rate. Pourtant, c'est un intellectuel. Mais il dit on ne peut pas vivre comme ça si on n'est pas conscient de son corps. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'il faut véhiculer chez les personnes pour leur amener à identifier le risque et à s'assumer complètement. Et enfin, le dernier point, c'est l'éducation des jeunes filles. Moi, je reste persuadé que c'est un levier important. Le jour où on aura une scolarisation à 100%, les populations ne seront pas ignorantes, mais ça va forcément impacter. Au moins, elles se prendront en charge, elles seront conscientes. Déjà, des dangers à ne pas courir, par exemple, il y a les tabous, euh, les excisions, l'alimentation, etc. Et donc, rien que cet aspect de prévention de comportement peut agir sur le résultat final. OK. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît, levez la main, ouvrez votre micro. Oui, Étienne, vas-y, mon ami. Oui. Ben, écoute, merci, Cheikh, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, et je me posais la question suivante, c'est que la mortalité maternelle a diminué, elle est passée en gros de 300 à 100 pour 100 000 habitants en 25 ou 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est quand même considérable.
Et puis, vous êtes arrivé à 100 pour 100 000 habitants, et là, ça patine un peu. Vous savez plus très bien comment faire pour diminuer pour essayer de diminuer encore cette mortalité qui reste conséquente. Et ça, c'est le premier point. Mais il y a quand même eu des résultats, de très bons résultats. Diminuer par 3, c'est pas rien en 25 ou 30 ans. Deuxième point, c'est que il y a une disparité considérable des régions qui n'est pas du tout liée à, j'imagine, à la médicalisation, puisqu'une ville comme Dakar a un taux beaucoup plus élevé que des régions de l'Est qui, j'imagine, ne sont pas très fournies en médecins et personnel soignant. Et puis, oui, il y a et encore parmi ces régions, il y a de fortes disparités. Je trouve que c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire pour essayer de jouer sur tel ou tel facteur et voir s'il peut modifier cette mortalité. Alors, quels facteurs? Tu les as énumérés, on les a bien compris. Euh, et moi, j'ai relevé une des dernières choses, rapprocher les soignants des utilisatrices. C'est peut-être ça le nœud de l'affaire, qu'on soit à Dakar ou qu'on soit tout à fait dans l'Est. Si les soignants sont loin des utilisatrices, on ne résout aucun problème. Est-ce Absolument. qu'on ne peut pas, dans ce cadre-là, rapprocher les étudiants des utilisatrices? Est-ce que vous n'avez pas envisagé de pousser les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers à aller dans des régions sous-dotées et pour qu'ils s'y installent, mais aussi pour qu'ils voient les réalités de terrain? Merci Yves. Donc, effectivement, comme toi, les progrès ont été importants. Le Sénégal a réduit de plus de 80% sa mortalité en 30 ans. Mais peut-être qu'on est parti d'un taux très élevé. Hmm. Mais que ça soit un décès trop important maintenant ou dans 10 ans, bon, le problème reste le même. Il y a trop de décès. Bon, mais je pense que fondamentalement, il y a eu un progrès très important. Et il faut continuer. Donc, ça donne de l'espoir, en tout cas. Alors, l'histoire de rapprocher les soignants, j'ai appris beaucoup. Je pense que lors des discussions, Yves avait parlé de l'expérience du Québec, je pense, hein, où Oui, ils ont tout à réussi fait. à délocaliser. Moi, j'ai trouvé que c'est une expérience fondamentale. Normalement, dès le départ, c'est ça qui aurait dû être dans la conception même de nos facultés. C'est ça qui aurait dû être. Bon, maintenant, nous, on a essayé de rattraper, enfin, dans tous les pays, on a essayé de rattraper en instituant le stage rural. En septième année de médecine ou en dernière année de DS, on envoie les apprenants pendant 3 mois, 4 mois pour leur permettre de se familiariser avec les milieux, en espérant que ça pourra leur être utile demain s'ils doivent aller servir. Mais je crois fondamentalement, les nouvelles écoles de formation, on devrait les ouvrir toutes à côté des communautés, Hmm. fondamentalement. Parce que si l'étudiant, dès le départ, il commence à vivre, donc dans sa conception, malheureusement, ce qu'on fait, par exemple, nous, dans nos facultés, c'est la médecine individuelle. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de santé publique. Hmm. Le médecin est formé pour soigner une pathologie. Il fait un diagnostic positif, un diagnostic différentiel. Maintenant, lui, quel est son impact en termes de santé? Il n'a même pas la visibilité, encore moins la prise de conscience. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une piste, malheureusement, bon, nous, on a presque fini, on est devenu trop vieux, mais je pense que pour les prochains enseignants, je pense que c'est une question centrale. Il n'y a plus d'utilité à mettre les écoles dans les capitales. Et est-ce que nous, on pourra réaliser ce que Laval a fait, c'est délocaliser l'université Charentayon? Non seulement c'est bénéfique à tout point de vue dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'équilibre du pays, mais même pour les étudiants, c'est bénéfique pour eux, etc. Maintenant, est-ce que ça demande des moyens? Euh, Mais le fait d'y penser, c'est déjà un élément important. Merci. Ouais, et juste un mot que j'aimerais avant de donner la parole à M. Diallo concernant la délocalisation. C'est pas prouvé d'une façon encore très, très solide, mais ce qu'on a tendance à voir, c'est que, en délocalisant, on attire une population étudiante rurale. Et ces gens-là, comme ils viennent de régions plus éloignées, plus ruraux, ben, ils ont tendance à vouloir beaucoup plus retourner dans leur communauté. Et ça évite ce qu'on appelle des déserts médicaux.
Donc, mais j'ai pas la preuve indéniable de ça, mais c'est ce qu'on a tendance un petit peu à voir ici au Québec. L'autre chose, c'est que même si ça, même s'il y a des frais importants, ça coûte beaucoup moins cher de délocaliser que de carrément reconstruire une faculté. Parce Ouais. que quand tu reconstruis une faculté, ça prend des profs, ça prend tout. Alors que quand tu délocalises, ben, tu gardes ton même personnel, tu fais juste le bouger. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Monsieur Diallo, la parole est à vous. Ouvrez votre micro. Merci bien, Yves. Merci au professeur Cheikh Tidiane Cissé, qu'on se connaît bien. Moi-même, je suis ressortissant de cette faculté de médecine de Dakar. Je voudrais juste poser une question, peut-être qui n'a pas lieu d'être posée ici, mais compte tenu de tous les facteurs et de toute la pratique, y a-t-il des chances, je n'appelle pas ça chance, mais disons-le comme ça, c'est le français, que ces acquis soient réversibles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de faire des progrès réels. Malheureusement, il y a tellement de facteurs qui bloquent. Est-ce qu'on n'a pas peur que plutôt on s'arrête au lieu d'avancer, mais aussi qu'on régresse dans cette lutte contre la mortalité maternelle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on a cité le Cap-Vert et je crois le Rwanda. Est-ce qu'on a regardé aussi du côté de l'île Maurice en ce qui concerne l'avancement, en tout cas les bénéfices dans la lutte contre la mortalité maternelle? Donc, le cas de l'île Maurice. Et enfin, je voudrais faire un commentaire qui est celui-là. On a toujours dit et compris peut-être que la mortalité maternelle, ce n'est pas tellement le système de santé seulement, mais c'est une approche transversale, ce qui nécessite donc une politique. Je crois que le nœud du problème vient de là, la politique. Parce que c'est à ce niveau qu'on décide. Est-ce qu'on accorde plus d'importance à tel secteur ou à tel autre secteur? Par exemple, au niveau d'un État, je prends le Sénégal, la répartition, disons, du budget. On a toujours proclamé que oui, on va mettre 10%, 15%, etc. On n'est jamais arrivé au-delà de 3,5, 4%. Et donc, la politique a décidé qu'on ne va pas mettre les ressources dans la lutte contre la mortalité maternelle, parce qu'on ne met pas les fonds là où il faut. Les autres secteurs qui interviennent, mettons l'agriculture, l'élevage, l'éducation, le sport, etc. Si on regarde le budget alloué à la santé, c'est encore ridicule. Donc, au niveau de la politique, on n'a pas décidé encore que oui, il faut faire les efforts nécessaires pour réduire la mortalité maternelle. La formation devrait être une formation professionnelle. Ça veut dire qu'on forme, mais aussi on répartit ceux qui sont formés, c'est-à-dire qu'on les affecte là où les besoins sont. Chez nous, ce serait par exemple les régions de Kédougou, les régions de Kolda, les régions de Ziguinchor, les régions de Matam, et même Saint-Louis là-bas. Affecter les gens là où on a besoin d'eux, mais former et laisser tout le monde à Dakar, Thiès, Kaolack, ça ne résout pas la mortalité maternelle. Est-ce qu'on a une politique qui permet de faire en sorte que ceux-là qui ont signé, par exemple, les engagements décennaux, je me demande si ça existe encore. Nous, de notre temps, ça existait, qu'un étudiant de médecine devait signer un engagement décennal pour avoir sa bourse. Et celui qui avait signé, normalement, était destiné à aller d'abord travailler dans les zones rurales, c'est ce que nous avons fait, avant de se retrouver peut-être dans une position vers Dakar, Kaolack, Thiès, là où vraiment les outils et autres sont disponibles. Donc, mon commentaire, c'est qu'au niveau des politiques, il y a encore un gros effort à faire, malheureusement,
est-ce que nous, on a un impact sur les politiques? Aligner des programmes verticaux ne fait pas de la politique du tout. Les programmes verticaux, ce sont des programmes verticaux des bailleurs. S'il n'y a pas de pérennité, et s'il n'y a pas de politique, il n'y aura pas de pérennité. S'il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de résultats, en tout cas de bénéfices qui persistent et qui permettent de renverser, disons, la marche de cette mortalité maternelle. Voilà mes commentaires et je vous remercie. Merci infiniment. Je suis très heureux de retrouver mon aîné, c'est Dr Bokar Diallo. Ouais. Alors, très, très heureux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Effectivement. Bon, je dirais à l'auditoire que bon, c'est mon aîné. On a eu à cheminer ensemble au CHU il y a peut-être une trentaine d'années. Ouais. C'est un gynécologue obstétricien émérite, mais surtout, il a occupé de très hautes fonctions dans le système de santé du Sénégal, qu'il connaît très bien. Donc, son analyse, c'est une analyse pertinente qui est basée sur le vécu. Bon, mon cher Bokar, comme tu le sais, il y a eu quelques avancées, mais le problème reste majeur. Alors, la régression, moi, je suis très inquiet. Et ça, on commence à le vivre, hein, de façon pratique même au sein de l'hôpital. Parce qu'on se rend compte que les crédits, rien que pour renouveler certains matériels, etc., surtout bon, dans le contexte particulier qu'on a où les gens agitent les déficits, etc., on est en train de prendre le mauvais chemin. Parfois, on essaie de trouver des prétextes pour investir. Donc, la régression, je n'ose pas dire qu'elle est inéluctable, mais c'est à envisager fortement. En ce qui concerne les aspects disons, de transversalité, moi, je pense que nous tous, au départ, on a fait l'erreur de croire que c'est un problème médical. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette lutte contre la mortalité maternelle, on devrait mettre au premier plan les sciences humaines et sociales. On devrait mettre les sciences humaines et sociales qui doivent éclairer les soignants et les politiques sur quelles sont les véritables problématiques. Parce que si on a pris pendant longtemps le volet médical, ce sont les hémorragies, ce sont l'hypertension artérielle, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on devrait peut-être donner plus de place dans les équipes, disons, aux sciences médicales et aux sciences sociales. D'autant plus qu'on aura moins de moyens. Donc, le peu de moyens qu'on a, on a intérêt à l'utiliser de façon plus efficiente. Sinon, on sera toujours là à déplorer. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, dans le cadre de la mortalité néonatale, le Sénégal avait fait un bond en avant. Mais aujourd'hui, on est en train de reculer. La mortalité néonatale au Sénégal a augmenté. Les raisons, on les connaît. La population a augmenté, mais l'offre de soins néonatale, notamment en ce qui concerne les prématurés, elle n'a pas bougé. Et donc, ça n'étonne personne que le taux de mortalité néonatale a augmenté au cours de ces 2 dernières années au Sénégal. Et cela peut arriver pour la mortalité maternelle. Maintenant, quels sont les moyens de plaidoyer? Bon, il faut dire que les soignants n'ont pas, comme tu le sais, hein, on n'a pas beaucoup voix au chapitre. Je me plaignais un peu en disant que bon, le CHU, le plus grand CHU du Sénégal est fermé depuis, ça c'est sénégalo-sénégalais, depuis bientôt 2 ans. Il y a une nouvelle législature depuis bientôt 1 an, mais je n'ai pas entendu une seule fois les députés, bon, peut-être s'offusquer de cet aspect-là. Ça montre encore le degré de prise de conscience. Maintenant, on continuera à les sensibiliser. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir de te revoir, Bokar. Merci. Merci beaucoup. Professeur Niang, ouvrez votre micro, la parole est à vous. Et puis, il nous reste environ 13 minutes. Merci beaucoup. Merci, professeur Tremblay. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Le webinaire de la GRISOF. Et je remercie également Étienne, le mari, et sur la Votre mortalité micro maternelle. il y a un souci avec votre micro, professeur Niang. Oui, On vous entend très difficilement, professeur Niang.
Le micro fonctionne pas. Je ne sais pas, peut-être le fermer et le rallumer. Non, ça ne fonctionne pas, professeur Niang. Écoutez, je vais couper votre micro, puis essayer de jouer avec. Je vais aller dans le chat. Il y a un autre. Il y a- Non, ça marche pas. non, ça ne marche pas. Je vais couper son son. Mais je C'est ne suis pas peut-être la capable. connexion, peut-être le niveau de la connexion. Ouais, c'est probablement ça, mais là, j'ai un problème. Je ne suis pas capable de le couper. Ouais. OK, j'ai réussi. Il y a une question il y a deux questions dans le public. Il y a d'abord une question de Damien Georgia du Bénin. Comment les événements indésirables liés à la contraception sont approchés de façon générale dans les pays? C'est une question très, très vaste, hein. Peut-être prendre le cas du Sénégal. Bon, c'est une des problématiques de la prévalence contraceptive. Parce qu'il y a des femmes qui prennent la contraception et qui, à cause d'une mauvaise gestion des effets indésirables, donc finissent par abandonner. Or, il n'y a pas de contraception parfaite et que la plupart des effets indésirables, ce ne sont pas des complications, mais peuvent être gérés et traités. Ça peut être l'aménorrhée, ça peut être la prise de poids, etc. Donc là, il faudrait former davantage les prestataires à la gestion d'une contraception. Le plan de surveillance, s'il y a des complications, qu'est-ce qu'il faut donner? Vous verrez que parfois, s'il y a certains problèmes, on a tendance à donner une pilule progestative. Parfois, c'est une erreur. Parfois, on a tendance à donner un progestatif. Ou bien on dit, madame, non, c'est rien, ça va passer, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique pour la qualité de la contraception qui mérite d'être améliorée. Merci. Il y a une autre question qui vient de ANSS. Je ne sais pas plus que ça, là. Je suis préoccupé par les aspects liés aux enjeux et défis des urgences obstétricales. C'est une vaste question. Et ça, comme on dit en Wolof, disent beaucoup, c'est-à-dire que ne pas accepter. Si tu vois toi-même, si on te dit ça, ça existe, tu vas pas dire non, ça n'existe pas parce que tu as vu. Donc, ce sont des problèmes qu'on vit tous les jours parce que l'offre de soins obstétricales est très insuffisante par rapport aux besoins. Ce qu'on appelle les besoins obstétricaux non couverts. On a fait des études il y a quelques années. On a découvert qu'il y a des gaps importants parce qu'il y a un lot de population. Certaines vont accoucher, d'autres vont avoir besoin de césarienne. Mais aujourd'hui, les besoins ne sont pas couverts. Donc, c'est un jeu de, je sais pas, on se débrouille, quoi. Comme on dit, il y a le bouki sur les bouki. C'est-à-dire qu'au jour où vous vous réveillez, normalement, moi, je serais heureux de me réveiller. Je sais que dans Dakar, il y a tant de places d'obstétrique aujourd'hui. Voilà les niches. S'il y a une urgence, on dit, voilà, toi, tu vas là-bas, mais sinon, c'est toi qui prends ton téléphone. Et c'est pas organisé parce que ça dépend du relationnel, c'est informel. Dans tel hôpital, j'ai un ami qui est là-bas, il y a un interne qui est là-bas, on appelle. Il faut créer une offre supplémentaire. Mais l'offre actuelle est insuffisante. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès aux soins et qui n'ont pas accès aux soins à temps parce que l'obstétrique, c'est 24 heures sur 24. Merci. Très rapidement, je passe la parole à Pierre Dijmet. Ouvrez votre micro et vous avez pas beaucoup de temps, 30 secondes, monsieur. Je m'excuse, mais le temps file. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, le micro ne s'ouvre pas. Ben, écoutez, en attendant, je vais passer la parole à Étienne pour le mot de la fin. Moi, Ah, s'il vous plaît, vous oui, m'avez donné la allez-y, parole. allez-y, allez-y. Ah, ok. Merci beaucoup. Je félicite d'abord le professeur pour Bon, on a des problèmes de connexion. Le son est très mauvais, sa monsieur. présentation. Le son est très Et mauvais, je m'excuse, parfois, mais je ça ne déconnecte, fonctionne je pas. reviens. Est-ce que vous me suivez? On vous entend très mal, le son est coupé. Vous avez un problème de connexion, je ne sais pas. Oui, effectivement, j'ai des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez pour le Oui, là, on vous moment? entend bien. Allez-y. Ok. Je disais, ma préoccupation, c'est au niveau du calcul des indicateurs, le, le ratio de mortalité maternelle. Est-ce qu'en calculant, on peut prendre en compte aussi les décès maternels
déclarés par les ASC et les décès dans la communauté. Merci. Oui, c'est-à-dire dans les méthodes de mesure, maintenant ce qu'on fait, on fait un peu un mélange, hein, parce que chaque méthode a eu un avantage et un inconvénient. Donc on essaie de faire des recoupements. À ce moment-là, s'il y a des décès qui sont déclarés dans la communauté, mais qui ne sont pas arrivés à l'hôpital, donc il faudrait, à travers l'enquête confidentielle, essayer de recenser ces cas, aller à la communauté, les interroger, etc. Et bien entendu, il faut les ajouter sur le numérateur pour avoir le nombre le plus exhaustif de décès. Donc, il faut un peu d'ingénierie statistique, etc., pour essayer de Ok, rapprocher. d'accord. Voilà. C'est gentil. Étienne, je te passe le micro pour le mot de la fin. Oui, ben écoute, d'abord pour remercier Chèque parce que son exposé était extrêmement clair et pose plein de questions et vraiment c'était très bien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord faire remarquer qu'il y a peut-être des participants à la réunion d'aujourd'hui qui ne sont pas sur notre listing du Grisoff. Donc, n'hésitez pas à envoyer à Yves ou moi votre adresse mail que l'on vous ajoute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les deux prochaines et deux dernières réunions de cette année universitaire pour le Grisoff. Jeudi 12 juin, nous avons évidemment, le mois de mai est presque terminé. Jeudi 12 juin, c'est le professeur Simon Ategbo, qui est professeur de pédiatrie à Libreville, qui nous fera une conférence. Et Yves, as-tu le sujet de cette conférence? Moi, je ne l'ai pas. Non, moi non plus, je ne l'ai pas et on doit relancer notre ami Simon. Je l'ai relancé, puis on va essayer de l'obtenir. Et donc, le jeudi 19 juin, c'est le professeur Antoine Flao, qui est intervenu plusieurs fois déjà dans nos visioconférences, qui est professeur de santé publique à Genève et qui interviendra sur, j'ai pas le titre exact, mais il interviendra sur le dernier consensus de l'Assemblée mondiale de la santé sur la prise en charge des épidémies. J'ai pas le titre exact, mais voilà en gros, et ce sera certainement très intéressant parce que vous savez qu'on attend avec beaucoup d'impatience ce nouveau plan de l'OMS. Voilà, et puis, bah si, il faut que je signale quand même la prochaine conférence de la FEFOG, qui sera si je ne me trompe, qui sera le 11 juin, euh, chèque, et qui portera là aussi sur comment réduire la mortalité maternelle. Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc je pense qu'on t'entendra à nouveau, ce qui sera très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous, à toutes et à tous. Et bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine visioconférence.